Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la digitalisation des entreprises ou comment les nouvelles technologies peuvent rendre une entreprise plus performante. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Abdelila Hassanif, qui va être notre intervenant, qui dirige l'entreprise DEPCSI et qui va donc nous expliquer comment les technologies numériques peuvent améliorer le fonctionnement d'une entreprise. Donc, pendant la présentation, vous pouvez au choix poser les questions donc en bas. Alors, je vais arrêter cet écran-là, comme ça vous allez pouvoir le voir. Hop, en bas, vous avez un petit espace qui s'appelle Converser. Donc, ça ouvre un chat sur le côté sur lequel vous pouvez poser vos questions. Ou alors, vous posez votre question en direct parce que M. Sani veut bien de l'échange. Voilà. Ou alors, vous les gardez. Et puis, à la fin de l'intervention, on fera un petit temps de questions-réponses. Voilà. Donc, comme vous préférez. Voilà, Monsieur Sani, l'écran est à vous. Très bien, merci. Et alors, je ne sais pas si tout le monde voit l'écran. Pas encore, mais ça prend quelques secondes souvent. D'accord, ok. Hop là, hop là. Voilà, ça commence. Ça y est, c'est en train de mouliner. Impeccable. Ok, super. Très bien. Donc, alors, ouais, digitalisation des entreprises, c'est un vaste sujet. Donc, moi, j'ai essayé de faire un petit focus sur quelques technologies. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, Abdi Hassanif, donc fondateur de la société DFCSI, qui a maintenant 11 ans. Spécialisé un peu. Donc, tout à la fin, j'ai fait quelques diapos un peu de présentation de l'entreprise, mais pour le coup, je l'ai fait à la fin. Voilà. Donc, en gros, on est spécialisé dans tout ce qui est digitalisation des process et également en fait dans tout ce qui est domaine, de l'accompagnement dans la transformation digitale et du sur-mesure. Donc, il y a pas mal de choses, on pourra voir ça à la fin. Mais bon, le but n'est pas là aujourd'hui. Alors, digitalisation des entreprises, donc bon, effectivement, c'est un vaste sujet. Alors, là. Donc, moi, j'ai essayé de faire un focus sur quelques domaines. Parce que donc l'intelligence artificielle, histoire un peu de aussi démystifier un peu le sujet. Tout ce qui est maintenance prédictive, on va parler aussi un peu du domaine de la supply chain, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, de la traçabilité, notamment avec les technologies RFID et la technologie blockchain, l'utilisation des drones de plus en plus dans le quotidien. Un petit focus sur la vision industrielle avant de terminer par quelques conseils pour une digitalisation réussie par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir sur tout ça. Alors, on va commencer direct dans le vif du sujet, l'intelligence artificielle. Donc, déjà, on l'utilise tous les jours dans la vie quotidienne. Alors, quand vous utilisez, donc il y a des robots aspirateurs, par exemple. Donc, ces fameux aspirateurs qui tournent tout seuls. Donc là, c'est de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est suggestion de YouTube, Netflix et autres. Donc, on a pu l'utiliser énormément aussi pendant le confinement. Donc là, ça aussi, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui tournent derrière. C'est pour ça que si par exemple vous partagez votre compte Netflix ou YouTube avec quelqu'un d'autre, ben, vous avez des suggestions qui des fois ne sont pas pour vous en fait. Alors, tout ce qui est chatbot, ça, il y en a de plus en plus. Donc un chatbot, en fait, si vous voulez, c'est quand sur certains sites internet, en bas à droite, vous avez d'agent virtuel qui va venir vous répondre, etc. Donc, il y a notamment la société Davi qui est sur Nevers qui en développe. Donc ça, c'est des technologies aujourd'hui qui sont éprouvées, qui existent. Dans la vie quotidienne, il y a tout ce qui est accessibilité. On a des moteurs d'intelligence artificielle aujourd'hui qui arrivent à lire des livres avec la ponctuation, etc. Donc ça peut être très bien pour notamment les personnes non-voyantes. Ça peut être aussi bien pour apprendre aussi une langue. Enfin, il y a pas mal de choses. Au niveau des transports, c'est tout ce qui est donc aussi bien de la maintenance prédictive, ça on le verra après, mais aussi tout ce qui est les itinéraires. Enfin, maintenant les GPS sont de plus en plus intelligents, tout ce qui est Google Maps ou autre. Alors au niveau de l'industrie, ça c'est pour la prédiction de pas mal de choses, mais bon, ça on va aller assez rapidement dessus. Au niveau de la médecine aussi, il y a pas mal de programmes de recherche, notamment pour pouvoir éviter des tests sur enfin, le monde animal, etc. Donc il y a pas mal de choses au niveau de l'algorithmie
notamment des algorithmes génétiques qu'on développe. Et là, d'autant plus en ce moment, en fait, on est en train de parler donc encore plus du vaccin par rapport au Covid-19. Et l'une des sociétés qui est à la pointe, c'est une start-up en fait. Bon, start-up, même si elle est dirigée par pas spécialement que des jeunes qui viennent de sortir d'école, parce que souvent c'est un peu l'image qu'on a des startups. Mais là, c'est vraiment une startup parce que en fait, dans la manière de travailler, donc elle est aux États-Unis, elle est dirigée par un Français. Et la manière dont ils ont travaillé, donc ils ont mis en place en fait de l'intelligence artificielle pour développer en fait, au lieu de passer, donc il y a différents stades pour valider un vaccin. Et en fait, ils ont pu sauter une phase grâce à l'intelligence artificielle en disant bah voilà, on a émulé le fait qu'on était en train de faire des tests par exemple sur 1000 personnes humaines, etc. Donc ils codifient un certain nombre de choses et ça permet en fait de faire du virtuel et d'aller un peu plus vite en matière de. C'est pour ça que normalement ça sera le vaccin le plus rapide jamais conçu. Covid-19. Bon, après, sans compter tout le domaine économique autour. Après, bon, il y a plein de choses sur l'intelligence artificielle qui existent. Alors, ce que je voulais, c'est vous présenter en fait l'intelligence artificielle, non pas d'un point de vue théorique, mais en fait faire juste l'IA par l'exemple. En fait, l'intelligence artificielle, par exemple, avec comment on code, par exemple, comment on va coder en intelligence artificielle la détection d'un visage. Alors, c'est inspiré de l'architecture du cortex visuel humain. En fait, c'est pour ça qu'on dit intelligence artificielle. En fait, c'est qu'on va vraiment voir comment l'humain fonctionne et on va faire la même chose. Donc, le concept, par exemple, au niveau de l'humain, en fait, quand on regarde une personne, on a différentes couches de neurones qui extraient et analysent les caractéristiques. Et on va sur plusieurs couches, en fait, généralement les contours, les éléments faciaux et le visage. Et le déroulement de l'apprentissage, en fait, il se fait en 3 étapes. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, là, je vais vous définir en fait les 3 étapes qui permettent à un système d'apprendre. Parce que ce qu'il faut, dans l'inconscient, on a l'impression en fait souvent que l'intelligence artificielle, ça veut dire c'est un système ou un robot qui est déjà intelligent. Non, on lui apprend comme toute chose en fait comme un enfant, comme ce que vous voulez. Donc les 3 étapes qu'on a, donc l'étape 1, on commence par l'entraînement du système. Donc c'est-à-dire, bon, là donc on voit en fait c'est un système de réseaux neuronaux, ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc on va commencer par l'entraînement du système, on va lui présenter un visage, là en l'occurrence un visage féminin, donc qui est préalablement reconnu. Et il est reconnu, donc il est annoté comme féminin par un humain. C'est toujours un humain qui code l'intelligence artificielle. Même si maintenant on commence à faire des robots, des algorithmes d'intelligence artificielle qui commencent à coder eux-mêmes d'autres algorithmes. Mais dans tous les cas, c'est l'humain qui est à l'origine de tout. Et donc le système l'identifie de manière erronée comme masculin. Donc en gros, là, il dit, bah, écoute, en termes de contraste, puis en éléments faciaux, puis en visage, donc on a les différentes couches, à la fin, j'en déduis que c'est un homme. Non. Donc après, il va faire toutes les possibilités pour dire, bah, tiens, normalement, c'est un homme si je passe par toutes ces possibilités-là. Et on va lui dire à chaque fois, c'est faux, 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 parce qu'on l'a déjà annoté. Et donc, du coup, il sait qu'il ne prendra plus cette route-là pour pouvoir faire la détection. Alors, ensuite, il y a 2 autres étapes. Donc, l'erreur, en fait, elle va entraîner ce qu'on appelle une reconfiguration du réseau. C'est-à-dire qu'on va refaire des routes. Donc l'algorithme, c'est un algorithme qu'on appelle de rétropropagation de l'erreur. En fait, c'est une fonction mathématique complexe, mais aujourd'hui, en fait, on développe de moins en moins de l'intelligence artificielle. On utilise souvent des algorithmes existants ou des fonctions mathématiques existantes, et puis après, on va venir juste rajouter des couches, on va dire. Et en fait, la fonction mathématique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente ou diminue la force de certaines connexions entre neurones du réseau. C'est-à-dire que, bah, par exemple, c'est comme un GPS d'un point A à un point B. J'ai plusieurs manières d'y aller. Et en fait, à force, par rapport aux contraintes que j'ai, ben en fait, votre GPS va venir Google Maps notamment, il va venir vous proposer le meilleur itinéraire. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe ici, mais à une échelle un peu plus importante. Donc ça, c'est l'étape 2. Donc, c'est-à-dire à force de se tromper, il va dire, mais regarde, tu vois, en passant par là, je me suis trompé, tu vois, en passant par là, je me suis trompé, etc. Donc, il va le noter. Et donc, il y a la fonction mathématique. Et en fait, on va le répéter plusieurs fois, les étapes 1 et 2. Donc, on va lui donner des milliers de photos. Tiens, ici, c'est un visage féminin, c'est un visage masculin, féminin, masculin, etc. Et plus on va lui donner de photos, plus il va apprendre, en fait, tout simplement. Et ce qui fait qu'à la fin du processus, un système distingue les visages féminins des visages masculins aussi bien que le ferait un humain. Et donc quand on parle d'intelligence artificielle, ce principe de base de détection de visage en fait féminin et masculin,
c'est le même principe qu'on utilise, peu importe ce qu'on a envie de faire apprendre à l'intelligence artificielle. Donc après, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il existe différentes manières de faire. Là, on est sur un système de réseau de neurones et un autre système qui s'appelle l'algorithme génétique. L'algorithme génétique, grosso modo, c'est le système de sélection naturelle. Donc en fait, on va dire c'est pareil. Il va dire tiens, cette photo-là a l'air d'être masculin. Non, c'est féminin. Donc toutes les photos qui lui ressemblent, on va les mettre côté féminin et ainsi de suite. C'est un autre système, on va dire, mais bon, ça revient au même. Donc donc c'est pareil au niveau de, par exemple, si je prends Orange Bank, donc à distance, etc. Ils ont un moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle Django, qui est l'assistant en fait. Et c'est pour ça en fait qu'au tout début ils ont mis vraiment une banque totalement gratuite pour pouvoir en fait l'entraîner également. Donc il y avait déjà un certain nombre d'algorithmes, donc ils pouvaient répondre. Moi souvent je dis bon ils n'aiment pas trop en fait les gens de l'intelligence artificielle, mais ce que je dis souvent c'est qu'au début en fait pour ce type de chatbot justement, en fait c'est comme si on venait digitaliser la foire aux questions. Avant on avait une fac en fait, peu importe où on allait sur un site, il y avait une foire aux questions et on avait toutes les questions. Et quand on n'avait pas notre question, on pouvait la poser, du coup il y a quelqu'un qui répondait, il la mettait à disposition. Et en grosso modo c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'on va poser de plus en plus de questions, il y aura de plus en plus de réponses et au bout d'un moment il sera capable de faire des liens en disant tiens cette question par analogie et donner une réponse en fait analogique, etc. Donc voilà, ça c'est un peu l'intelligence artificielle. Donc, je suis désolé, je vais très vite parce que le temps aussi, le temps il est imparti. Alors ensuite, la maintenance prédictive. Donc ça, on en entend parler beaucoup dans le domaine de l'industrie, notamment de l'industrie de la maintenance. Donc la maintenance prédictive, c'est quoi? C'est qu'en fait, grosso modo, vous avez d'un côté, dans le monde de la maintenance, il y a la maintenance qu'on appelle la maintenance préventive et la maintenance corrective. Préventive, c'est par exemple votre contrôle technique au niveau de votre voiture, etc. C'est voilà, ou par exemple, si on a le vélo, on va se dire, par exemple, tous les mois, je vais vérifier la pression des pneus, etc., etc., etc. Donc ça, c'est de la maintenance préventive. Après, dans la préventive, on a différentes. On a le systématique, conditionnel et prédictif. Systématique, c'est tous les mois, je vérifie. Conditionnel, tiens, si j'ai pas assez de pression, je vais rajouter un peu de pression. Donc, c'est une autre tâche de maintenance, on va dire. Et prédictive, c'est tiens, c'est le système lui-même qui va me dire, tiens, tu devrais venir voir parce que je risque d'avoir tel problème. Et donc là, en fait, on met en place des algorithmes aussi un peu d'intelligence artificielle avec des défaillances, des compteurs de température, etc. Donc on a un certain nombre aujourd'hui avec tout ce qui est IoT, tout ce qui est Internet des objets. On a de plus en plus de capteurs partout, parce que ça coûte de moins en moins cher en fait à faire un capteur. Et en fait, du coup, donc aujourd'hui, par exemple, vous pouvez poser un capteur de température dans une pièce et après, vous n'avez plus qu'à le programmer. Et par exemple, toutes les 10 secondes, il va vous dire tiens, il fait temps, il fait temps, il fait temps, il fait temps. Bon, après, quelle est la pertinence d'avoir ça? C'est autre chose. Mais ça veut dire qu'on a énormément d'informations. On fait de plus en plus aussi ce qu'on appelle des bâtiments connectés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les nouveaux bâtiments, notamment des bâtiments d'entreprise ou même des usines, on va venir mettre des capteurs aussi dans le bâtiment pour savoir comment le bâtiment se comporte. Et derrière, d'avoir des tâches de maintenance à faire où le bâtiment va dire tiens, regarde ici, je commence, par exemple entre guillemets, c'est gros, mais je commence à me fissurer, etc., etc. Et donc là, on peut avoir un certain nombre de tâches. Donc là, c'est la maintenance prédictive. Donc, je vais vous donner un exemple avec le cas de la SNCF. Le cas de la SNCF, donc ils ont un matériel roulant qui s'appelle la NAT, Nouvelle Automotrice Transilien, enfin, qu'on retrouve dans la région Île-de-France, et qui communique en fait, il y a plein d'objets communicants à l'intérieur. Et donc, ils communiquent tout le temps. Voilà, par exemple, ça peut être le niveau d'huile, ça peut être le niveau de pas mal de choses. Et en fait, ils récupèrent toutes les données. Une fois qu'on a l'ensemble des données, donc on va venir les stocker dans un serveur de stockage, mais surtout, c'est l'analyse et ce qu'on en extrait. Donc, ils en extraient ce qu'ils appellent des algorithmes en fait, de déduction pour dire en fait, tiens, vu que j'ai tel événement puis tel événement, j'ai une probabilité de 70% pour avoir tel autre événement qui est beaucoup plus, par exemple, beaucoup plus problématique. Donc, je vais faire une maintenance pour éviter de l'avoir. Donc, c'est un peu ça. On essaie un peu de. C'est pour ça qu'ils appellent ça prédictive, mais même si on n'est pas tout à fait d'accord sur le terme. Mais en gros, on vient faire un peu de prédiction. On va venir en fait faire un peu surtout de prévision en disant tiens, ça risque fortement d'avoir on risque d'avoir telle anomalie, donc on va venir faire la maintenance avant.
Donc, c'est des choses qu'ils ont mis en place côté SNCF sur ce type de train. Et donc, la démarche, elle a duré 1 an. Et donc, ils ont réussi à faire de la réduction des tâches de maintenance préventive systématique en contrôle notamment, avec 20% de coûts de maintenance en moins et 30% de manœuvres d'entrée-sortie en moins. Ce qui est très important parce que bon, on sait que lorsqu'un train, on va l'entrer en centre de maintenance, ça prend beaucoup plus de temps que lorsqu'on emmène une voiture dans un garage, par exemple. Donc, ça, c'est parce qu'on est en train de le rendre un peu, on va dire, intelligent. Le train devient de plus en plus intelligent parce qu'il va venir faire un télédiagnostic lui-même. Mais ce qui est le plus important, c'est l'analyse ordonnée avec l'expérience terrain, obligatoirement. Sinon, bon, on a déjà vu aussi d'autres algorithmes, ça c'était chez Airbus, qui ont essayé de mettre en place en fait des algorithmes préfaits, on va dire. Ces algorithmes, ils étaient faits pour des chars de l'armée. Et du coup, ils ont dit, ben, tiens, on va faire la même chose, on va toucher 2, 3 choses et ça va fonctionner. Et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça aussi que la 380, par exemple, qui est retirée de plus en plus d'un point de vue commercial, l'une des problématiques a été la maintenance en fait de la 380, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de technologie obsolètes d'un côté et de technologie trop en avance de l'autre côté. Et ce qui a entraîné en fait que tout le monde ne pouvait pas le maintenir. Donc il y a un certain nombre de choses. Enfin bref, donc tout ça c'est le cas de maintenance prédictive, donc une autre technologie. Donc dans le domaine de la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, on a concrètement en fait pour avoir une chaîne d'approvisionnement de qualité, souvent il y a 5 indicateurs qu'on a, c'est le coût, la qualité, le délai, et la traçabilité et l'empreinte carbone maintenant avec tout ce qui est environnement. Et donc ça l'apport de la digitalisation nous permet en fait d'augmenter nos indicateurs sur ces sujets-là, notamment donc avec une mesure de la chaîne logistique. Donc là aujourd'hui, c'est clair que lorsque vous commandez quelque chose sur Amazon et après donc qui passe par Chronopost ou qui vous voulez, donc ça, à chaque fois en fait, on tombe sur comment dire, on est très content d'avoir le suivi, même si maintenant on est quasi en prime avec le 24 heures. Mais, et ça, si on reprend il y a quelques années, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc là, la digitalisation, Amazon au tout début, quand ils sont venus dans ce domaine-là, au tout début, personne n'y croyait. Mais eux, ils ont tout mis dans le côté digital en se disant, bah, tiens, on va digitaliser un maximum. Et là, on va faire, quand ils ont inventé le Prime, ils se sont dit, bah voilà, nous, le but, c'est que. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi d'entrepôts Amazon. Parce que derrière, au bout d'un moment, c'est comment je fais pour mailler le monde, parce qu'ils sont à l'échelle monde, pour être, de pouvoir tout offrir aux clients en moins de 24 heures. Donc, on a aussi donc l'apport de la digitalisation, pardon, la maîtrise des données et des process, parce que c'est très important. On perd aussi beaucoup de choses avec les départs en retraite, par exemple. Moi, je l'ai vu dans certaines entreprises où il y avait une personne qui avait, par exemple, un savoir-faire et donc qui est peu valorisé. Donc, on arrive, on récupère un gars qui sort de l'école, on dit, bah, tiens, lui, il est à la pointe de l'ensemble des process, etc. et tout. Et donc, du coup, on remplace, entre guillemets, la personne qui va à la retraite, mais on perd énormément en termes de savoir-faire. Ça, j'ai vu des catastrophes en termes de maintenance notamment qui sont compliquées. Donc là, ça va nous permettre aussi de maîtriser tous ces process-là, notamment avec un recueil de données, etc. Donc optimiser la chaîne logistique, la traçabilité et la gestion de documentation et des échanges. Notamment, on digitalise de plus en plus de choses dans tout ce qui est échange douanier, par exemple. Donc il y a pas mal de choses. Et en gros, on va mettre un système intégré en place. Donc, je vais faire le focus sur la traçabilité RFID. Donc, traçabilité RFID, donc il y a une démo après, enfin j'ai mis une vidéo, j'ai partagé une vidéo après. Donc, en gros, pour faire de la traçabilité RFID, il y a toujours 3 choses qu'il faut maîtriser. L'identification, qu'est-ce que j'identifie? Exemple, bon, là j'ai pris l'exemple d'un train, mais est-ce que j'identifie le train complet? Est-ce que j'identifie qu'un wagon ou qu'une voiture du train? Est-ce que j'identifie à la porte, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je dois identifier? Ça, c'est important. C'est le métier qui va le dire. Ça veut dire c'est le besoin qui va le dire. C'est pas une boîte d'informatique qui est spécialisée en traçabilité qui va nous dire ouais non on va faire ça. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment le métier. Donc on part du besoin. Deuxièmement, après, c'est la capture. Où est-ce que je vais capturer cette donnée? Donc, parce qu'une fois que je vais digitaliser, par exemple, là, on l'avait fait pour la SNCF, on a digitalisé l'immatriculation. C'est-à-dire qu'avant, l'immatriculation, même encore aujourd'hui, elle est peinte dessus. Donc, en gros, vous avez, au bout d'un moment, si vous prenez le train, même si en ce moment c'est compliqué, donc derrière, vous avez voilà, une immatriculation qui est peinte dessus. Sauf qu'il suffit de mettre qu'il y ait un graphe dessus, voilà, un graffiti, voilà, on ne voit plus en fait. Et du coup, on est obligé de rentrer à l'intérieur, de récupérer entre guillemets la carte
carte grise, et d'avoir cette information-là. Donc nous, on l'a mis dans un tag RFID qui est directement collé, enfin, positionné sur la carrosserie, et bon, voilà, ignifugé, etc. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses et qui permettent en fait de gagner énormément en qualité de données. Mais après, au niveau de la capture, là, c'est important de savoir où est-ce que je vais mettre les bornes de lecture. Donc, quand vous rentrez, par exemple, dans un magasin, ben voilà, on a les bandes de lecture qui sont à l'entrée et à la sortie. Parce qu'à l'entrée, on va voir s'il va rentrer avec une étiquette parce qu'on a oublié de faire la dernière opération de maintenance quand on achète quelque chose, c'est-à-dire d'enlever le ticket. Donc, du coup, vous allez sonner, et à la sortie, c'est pour vérifier qu'on n'a rien pris avec nous. Donc ça, après, voilà, ça c'est un certain nombre de choses. Et enfin, le partage. C'est voilà, j'ai capturé l'information, qu'est-ce que j'en fais? Je la partage avec qui? Donc, il y a un certain nombre de choses. Et ça, à chaque fois qu'on va mettre de la RFID en place, il faut que ces 3 couches soient totalement maîtrisées. Donc, par exemple, chez Decathlon, Decathlon est l'une des rares, d'ailleurs derrière il y a la vidéo, une des rares sociétés qui a réussi à digitaliser via la technologie RFID l'ensemble de sa chaîne de production jusqu'au client final. Donc vous allez avoir la production. Donc c'est pour ça qu'en fait au tout début, si vous vous souvenez, en fait tout début Decathlon était multimarque. Donc on pouvait retrouver Adidas, Nike, etc. Et aujourd'hui, de moins en moins, on n'a vraiment que des marques Decathlon, même si à chaque fois les marques sont déclinées, par exemple Kipsta pour le basket, enfin il y a plein de marques, mais à chaque fois c'est des marques Decathlon, parce que leur chaîne, ça leur permet de maîtriser 100% de leur chaîne de production. Donc, ils vont gérer le stockage, l'expédition, le magasin et le client, etc. Et toute la puce RFID que vous avez à la fin, sur vous, en fait, elle apporte l'ensemble de l'historique. Donc, on a un inventaire plus efficace. Par exemple, si un jour vous allez à Decathlon et vous voyez quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'ils font l'inventaire. Donc, par exemple, il y a une personne qui passe avec un chariot tous les jours. À la fin, donc dans le chariot, il y a un lecteur RFID, il passe dans tous les rayons. Et à la fin, boum, on a un inventaire précis. Et ça, ils ont quand même atteint un niveau qui est assez important. Et c'est pareil aussi au niveau de la sécurité anti-vol. Quand quelqu'un vole un bien, lorsqu'il sort, derrière, en fait, on ne dit pas, ouais, vous avez volé quelque chose. En fait, on va lui dire, ouais, vous avez volé comment il s'appelle, par exemple, un pantalon de telle marque, XL, L, etc. Donc, c'est beaucoup plus précis. Donc, ça permet d'optimiser un certain nombre de choses. Et ils ont réussi en fait à maîtriser le process interne, mais également le process externe, notamment multi-acteurs. Dans leur cahier des charges, c'était imposé. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a une petite vidéo normalement qui va se lancer juste après. Donc la RFID chez Decathlon. Hop là. Tac. Normalement, je sais pas, je crois que ça partage pas. Ouais, on peut pas le partager avec Zoom, ça j'avais zappé. Donc grosso modo, c'est pas grave. Donc au niveau de cette vidéo, en fait, grosso modo, c'est ce qui mettait, c'est au niveau de comment il s'appelle, au niveau de si vous allez chez Decathlon, lorsque vous allez aller à la caisse, c'est automatique maintenant. En fait, vous allez juste mettre vos affaires dans ce que vous avez acheté dans un bac, et du coup derrière, automatiquement ils savent combien il y a. Donc je sais pas si la vidéo, si je peux la lancer d'une autre manière. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on passera sur une autre. Après, le problème, c'est que j'ai une autre vidéo, mais celle-là, je pense qu'elle va passer. Toujours pas. Voilà. Est-ce que Excusez-moi. vos vidéos, elles sont sur YouTube? Parce que j'ai déjà fait moi de la diffusion où en fait je repassais par YouTube et ça passe dans ces cas-là. D'accord. Non, il y en a qui sont pas sur YouTube en fait, il y en a que j'ai récupéré. Non, mais après je vais, tac, je sais pas si, ouais, ils arrivent pas à lire. Bon, c'est pas trop grave. Je vais revenir sur mon truc. Oh, c'est pas grave. Tac. Donc bon, là, ce qu'il y avait en fait derrière dans la vidéo ici, mais de toute façon, je pourrais vous le fournir derrière de toute façon, mais sur l'entrepôt connecté et robotisé, en fait, c'est l'entrepôt chez Alibaba. Et en fait, chez Alibaba en Chine, ils ont commencé à mettre un entrepôt connecté et robotisé. En fait, c'est des transpalettes c'est des robots en fait, comme les robots, les aspirateurs qu'on voit, dont je vous parlais au tout début. Mais du coup, ils portent des palettes en fait. Et derrière, ça permet en fait d'avoir une gestion totalement automatisée de l'ensemble de l'entrepôt. Mais il y a toujours l'humain à la fin de la chaîne qui permet en fait de récupérer l'ensemble des commandes, etc. Donc ça veut dire on peut faire ce qu'on veut dans tous les cas. On est obligé de passer par l'humain. Ensuite,
donc ouais, le concept de blockchain. Donc j'ai voulu faire juste un petit rappel, on va dire, sur ça. Donc en fait, si vous voulez, ça a été créé par, bon, on ne sait pas trop qui, Satoshi Nakamoto. En fait, on ne sait pas trop si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes. Et en fait, c'était en 2008 suite à la crise financière mondiale. Et en fait, il y a un livre blanc en fait qui parle d'une monnaie numérique pair à pair. Donc, c'est le fameux peer-to-peer qu'il y avait il y a quelques années où il y avait des partages de fichiers comme ça. Donc là, enfin, ça existe aussi. On peut toujours mettre un système peer-to-peer en place. Et donc voilà, ça c'est le même concept, sauf que c'est une monnaie numérique. C'est-à-dire que lorsque j'ai par exemple un Bitcoin, derrière, en fait, il est partagé entre plusieurs personnes. Et en fait, je sais que, entre guillemets, pour pirater ce Bitcoin, il faut que je réussisse à pirater N personnes. Donc, c'est plus sécurisé, en fait. Et le cours dépend uniquement de l'offre et la demande. Donc, il n'y a pas de banque centrale comme on peut avoir dans la monnaie normale, en fait. Et depuis 2013, en fait, le concept donc, s'étoffe. Donc, notamment avec le Bitcoin, aujourd'hui, on a plus d'une centaine, en fait, de monnaies en blockchain aussi. Donc le concept, c'est j'ai un registre en fait qui est copié dans son intégralité chez plusieurs acteurs qui vont maintenir ce registre. C'est un concept en fait de distribution de l'information. C'est-à-dire que je n'ai pas un réseau central, donc c'est vraiment, on va dire, contre tout ce qui est. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, comme dans une banque centrale, de décider en fait le taux d'intérêt. Ça, c'est pas possible. Parce que derrière, tout le monde peut décider, on va dire. Donc c'est un algorithme qui permet d'ajouter et de valider chaque nouvelle transaction. Donc dès que vous allez acheter quelque chose, vous allez récupérer ce qu'on appelle une chaîne de blocs, une double blockchain. Et en fait, ça vous appartient. Du coup, en fait, c'est l'entête, on va dire, de cette blockchain qui vous appartient, en fait. Et du coup, on sait que c'est à vous. Et après, il existe aussi des blockchains publiques, donc Bitcoin, Ethereum, etc. Parce que Bitcoin, si vous voulez, c'est une monnaie, mais c'est aussi ce qu'on appelle une blockchain publique, c'est open source. C'est-à-dire, vous pouvez mettre chez vous un système de blockchain, par exemple, pour maîtriser votre process interne. Et donc, il y en a aussi il y a des blockchains privées aussi, comme pour la Banque de France. Quelques cas d'utilisation, l'État de Genève, ils l'ont mis en place pour digitaliser l'émission des CABIS. On l'a aussi en France depuis peu de temps sur Infogreffe. Normalement, maintenant, on peut aussi avoir nos CABIS gratuitement et automatiquement. Enfin, je ne sais plus comment s'appelle la plateforme. Donc, c'est une blockchain derrière parce qu'en fait, au final, un CABIS, il doit être aussi validé. Et donc, c'est la blockchain qui le valide. Donc, du coup, en fait, en gros, quand vous le sortez, il y a un QR code. Et ce QR code, en fait, il est unique, etc. Donc, il y a un écosystème d'acteurs pour améliorer la gouvernance sur un process. Donc, maîtriser la chaîne de valeur. Par exemple, Carrefour. Donc, juste après, j'ai mis aussi l'exemple de Carrefour. L'Agence nationale des fréquences radio, etc. Après, bon, il y a d'autres choses comme le marché secondaire des billets qui s'autogère sans dépendre d'un acteur centralisé. Ça, c'est pour tout ce qui est SNCF. Donc SNCF, ils ont essayé de mettre ça en place. Ça veut dire que tous les billets qui étaient invendus, ils étaient dans un marché en fait, où en fait au bout d'un moment, c'est aussi le système du low cost. Quand vous prenez un avion low cost, donc dans un même avion, vous pouvez avoir des personnes qui ont payé plus cher, etc. Donc c'est tout ce système-là aussi. Certaines compagnies sont parties sur du blockchain, l'automatisation des paiements, etc. Alors, pour la chaîne alimentaire, par exemple, là, si vous reprenez, si on reprend chez Carrefour, qui est déjà développé aujourd'hui, donc ils ont fait la traçabilité alimentaire, donc la première blockchain alimentaire d'Europe, donc notamment pour tout ce qui est les poulets, etc. Donc du couvoir jusqu'au consommateur. Donc au couvoir, ils vont venir donc récupérer des informations, la date de naissance, le nom du couvoir, départ du couvoir, etc. Le producteur va venir mettre un certain nombre d'informations, etc., le transformateur et le consommateur. Et du coup, en fait, au final, donc c'est tout le process, au final, quand vous arrivez sur un poulet fermier, par exemple, il y a un QR code normalement dessus, vous pouvez le scanner. Une fois que vous le scannez, vous avez l'ensemble de l'information. Par exemple, ici, ce poulet fermier, du 11 décembre 2017 au 1er mars 2018, il était à l'élevage, puis il a été abattu le 1er mars 2018, etc., etc. Et vous avez l'ensemble des informations. C'est pour assurer une meilleure traçabilité et éviter tous les scandales sanitaires, notamment lorsqu'on retrouvait du cheval dans le poisson, je ne sais plus quoi. Enfin bref, il y avait quelque chose comme ça, pas très longtemps. Voilà, donc pour le côté blockchain. Alors, côté drone, je pense qu'elle ne va pas fonctionner non plus. Donc, le côté drone, en fait, c'est la livraison du dernier kilomètre. Alors, aujourd'hui, donc c'est toute une problématique en supply chain, c'est le dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez commander n'importe quoi, n'importe où. C'est pas difficile pour que ça arrive
jusqu'au pays, jusqu'au dernier centre de tri. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est le fameux dernier kilomètre. Comment je fais pour l'emmener jusqu'au consommateur final? Et aujourd'hui, donc, Amazon a mis en place des drones et la Poste aussi. La Poste, je crois, c'est dans le Var. Et Amazon, c'est au Royaume-Uni pour l'instant. C'est que des tests, hein. C'est en gros, vous venez tester et automatiquement, il y a des drones qui partent. Enfin, vous venez acheter quelque chose. Et donc, Amazon, du coup, ils ont inventé le Amazon 30 minutes. Donc, le Prime 30 minutes. Et en fait, vous achetez peu importe ce que vous achetez dans une liste prédéfinie parce qu'ils sont en test. Et ben, 30 minutes après, vous l'aviez. Et ça venait alors, à partir du moment où ça faisait moins de 2,5 kg, enfin, il y a un certain nombre de choses quand même. Et du coup, il y avait un drone qui venait, qui vous l'envoie dans un. Enfin, qui vous le jette entre guillemets dans le jardin. Mais il y avait tout un système en fait de protection. Donc ça, c'est par exemple l'une des innovations qui est assez intéressante. L'autre vidéo qui, elle, passera pas non plus, c'est autre chose, c'est en Europe. En Afrique de l'Ouest, je crois. Et en fait, c'est, comment il s'appelle? C'est de la livraison en fait, des poches de sang. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une urgence, en fait, vu qu'il y avait certaines routes, enfin beaucoup de routes sont impraticables, donc on mettait énormément de temps pour envoyer les poches de sang quand il y a une urgence. Et donc du coup, ils ont développé avec une startup qui s'appelle Zipline, ils ont développé en fait un drone qui va venir en fait envoyer en fait la poche de sang à plusieurs kilomètres. Donc ça, c'est vraiment une innovation qui du coup est assez intéressante aussi d'un point de vue, on va dire, humain. Hop là. Donc la vision industrielle, je crois que c'est une des dernières diapos. Donc dans la vision industrielle, en fait, le concept de base, qu'est-ce que c'est la vision industrielle? Donc en fait, en gros, on va faire un contrôle non destructif de process de fabrication. Non destructif, ça veut dire que sans le toucher, en fait, sans le détériorer. Ça, c'est le but, on va dire. Donc, en gros, vous allez avoir une caméra avec objectif pour la prise d'image des produits sur les lignes de production. Vous allez avoir un éclairage spécifique, etc. et un ordinateur de visualisation de traitement. Mais grosso modo, ça va servir à quoi? Donc, on a plusieurs process, donc réception de matière, chaîne de fabrication, contrôle produit fini ou emballage. Et derrière, par exemple, voilà, ça parle toujours mieux un exemple. Donc là, par exemple, c'est cette chaîne de biscuits, en fait. Ils vont contrôler l'aspect et l'intégrité du biscuit, donc 32 biscuits à la seconde. Donc par exemple, vous avez les 4 biscuits qui sont en rouge, bah, eux ne sont pas validés. Ils ne sont pas validés, donc ils vont sortir de la chaîne de production. Or, celui qui est en vert, par définition, il est validé. Donc, ça veut dire qu'on a appris, on va dire, aux caméras, on leur a appris des choses. Notamment, on lui a dit comment tu vas vérifier le fait que c'est cassé sur la périphérie, fissuré, à l'envers, absence, présence, etc. Et donc là, notamment, ces 4 dispositifs, enfin 4 caméras sur la chaîne de production ont permis de mettre ce test-là. Un autre test, en fait, toujours en vision industrielle, c'est au niveau de l'automobile. Au niveau de l'automobile, c'est le contrôle de la conformité des panneaux de porte. En fait, en sortie, on arrive à faire 50 contrôles en 1,5 seconde. Donc le temps de cycle, c'est 25 secondes. En fait, toutes les 25 secondes, on arrive à définir une porte. Et il y a 150 références de portes différentes. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre une porte devant, et on va réussir à reconnaître quel type de porte c'est. Et une fois qu'on aura quel type de porte c'est, on pourra faire nos 50 contrôles. Mais pour ça, il y a 15 caméras. Donc là, vous avez le dispositif en haut à droite. Donc notamment contrôle de présence, de couleur, d'aspect, des motifs. Donc par exemple, présence de l'emplacement lèvres, vitres, présence baguette, présence poignée, présence, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses. Donc là, ça permet en fait de gagner en termes de vitesse de production, mais surtout vitesse de contrôle qualité. Parce qu'on peut. Et là, le but, en fait, c'est vraiment d'être proche de l'humain. C'est-à-dire que derrière, on va gagner dans ce contrôle qualité, mais on n'est pas là pour remplacer parce qu'il y a des choses qui sont pas faisables, en fait, par l'œil humain. Donc là, avec 15 caméras, on arrive à avoir beaucoup plus d'informations. Donc voilà un peu pour tout ce qui est technologie. J'essaie de faire rapidement. Donc pour terminer en fait les étapes pour une digitalisation réussie, je pense que c'est important en fait qu'on partage aussi notre expérience par rapport à tout ça. Donc derrière, toujours la première chose, c'est l'étude et l'analyse du process métier à digitaliser.
jamais, 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 parce que je l'ai déjà vu plein de fois, mais jamais en fait c'est la boîte d'informatique ou d'ingénierie informatique qui va venir en fait remplacer l'existant. Donc ça, nous on voit souvent des consultants en informatique qui viennent, qui voilà disent non mais le monde est comme ça tourne comme ça, vous êtes has-been, etc. Ça n'existe pas. Donc toujours une étude et une analyse du process métier à digitaliser. Et s'il n'est pas digitalisé, enfin s'il n'existe pas, il est à écrire. Il faut toujours partir du process métier, c'est le plus important. Après, donc mise en adéquation des technologies existantes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention par rapport aux besoins, quelles sont les technologies qui peuvent y répondre. Et des fois, on a des besoins qui ne sont pas réalisables en l'état. Par exemple, on m'a déjà demandé une fois dans une usine, le directeur de l'usine avait demandé en fait à ce que dans sa chaîne de production, lorsqu'elle tombe en panne, il y a un hologramme qui sort et qui dit bah voilà, la panne est là. Donc c'est bien, hein, c'est une bonne idée, c'est pas le souci. Mais en fait, à partir de là, en fait, par rapport aux technologies, par rapport à ce qu'on va investir et tout, etc., pour mettre en place un hologramme, d'autant que la technologie hologramme, bon, même si c'est de mieux en mieux, mais c'est quand même des technologies très coûteuses et qui demandent un environnement particulier. Là, vous êtes dans un environnement où il y aura de la poussière, etc., donc ça va être compliqué. Donc là, ça veut dire que techniquement, il faut lui dire non, quel est ton besoin en fait, et à partir du besoin, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au maximum avec les technologies existantes. Donc, conception de la solution sur un périmètre défini. Jamais partir sur je veux tout faire, parce que ça, c'est compliqué. Je prends souvent l'exemple pour avoir rencontré l'ancien directeur du système d'information de Conforama, par exemple. Et je prends souvent cet exemple-là. Conforama est l'une des rares enseignes qui n'avait pas en fait d'application mobile. Il n'y avait pas d'application sur le Play Store ni sur l'Apple Store, d'application conforme. Et en fait, moi, je ne comprenais pas trop. Et un jour, bon, bref, je l'ai rencontré. Et quand je lui ai demandé, il me dit oui, mais c'est normal parce qu'on est parti en mode Scrum. Donc, on a toujours ce mode agile en fait qui existe beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est le mode agile, le développement agile, tout est agile, c'est très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut toujours définir un périmètre. Si on ne définit pas un périmètre, par définition, en fait, on va glisser, c'est normal. Et du coup, en fait, par exemple, Conforama, et pendant plus de 2 ans, ils ont essayé de mettre en place le développement d'une application mobile qui normalement prend beaucoup moins de temps. Et au bout de 2 ans, ils ont tellement mis de budget qu'ils ont arrêté. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y en a une maintenant, mais du moins là, ça faisait 6 ans, je crois, ouais, ça 5-6 ans, et ils n'en avaient pas. Donc voilà, toujours avoir un périmètre défini, dire bah voilà, l'objectif effectivement c'est de mettre tout ça en place, mais on va commencer que par ce périmètre-là, et ça nous permet de faire un déploiement, ce qu'on appelle donc la dernière étape, un POC, un proof of concept. Grosso modo, c'est un prototype. C'est de dire, ben voilà, avant de tout développer, on va déjà commencer par une petite partie. Parce qu'on sait que tout ce qui est système d'information, ça peut coûter très très cher. Ou à l'inverse, ça peut coûter pas cher du tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, on paiera les pots cassés beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est trouver la bonne adéquation. Donc on fait un prototype, on le teste sur 30 produits, 20 produits. Enfin, c'est en fait emmener une certaine démarche industrielle dans le développement du logiciel. Et ça, c'est important, parce que dans l'industrie, c'est ce qui se passe. Enfin, je pense que vous connaissez mieux que moi pour certains. Donc voilà, l'industrie, on va déjà tester, on va faire de l'échantillonnage, on va tester sur notre process sur 5, 10 pièces, 1000 pièces, 10 000 pièces, etc. Puis une fois que ça c'est validé, là, on va commencer à faire de l'industrialisation. Mais c'est la même chose normalement dans le monde digital, c'est juste que vu que le monde digital va de plus en plus vite, et ben des fois on se donne pas le luxe d'attendre, mais parfois on est de l'ordre du mois, hein, c'est-à-dire voilà, si on avait gagné un mois ou perdu un mois, ça dépend dans quel sens on est, et ben on aurait quelque chose de beaucoup plus carré et structuré. Donc c'est important ça aussi. Donc ça c'est les étapes. Et après donc quelques conseils pour terminer. Là, donc ne pas penser que le monde digital va révolutionner tout l'existant. C'est pas du tout de l'annuler en place. Donc on parle souvent de révolution digitale et tout. Bah, en fait, oui, mais par définition, une révolution, en fait, elle part sur quelque chose d'existant. Et là, on se retrouve en fait à se dire, ouais, voilà, le monde digital va tout révolutionner et tout, etc. Bon, on l'a vu avec la crise Covid qu'on a vécue. Les attestations,
les premières attestations étaient toutes en papier. Donc là, c'était compliqué hein, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient plus d'imprimante. Hein. Et du coup, donc, au bout d'un moment, pourquoi on n'a pas mis en place une application mobile tout de suite? Donc, on a mis longtemps à mettre en place l'application mobile. Puis, une fois qu'on l'a mis en place, bon, attention, les gens ne voulaient pas parce qu'il y a de la suspicion et tout. Enfin, bref, tout un certain nombre de choses parce qu'on a aussi peur de ce monde digital. Alors, or, ça doit être quelque chose de maîtrisé. Et donc, ça ne va pas révolutionner en fait tout l'existant. Au contraire, ça doit apporter de la valeur ajoutée. Ce qui est très très important, c'est intégrer systématiquement l'ensemble des acteurs impactés. Systématiquement, sinon c'est voué à l'échec. J'ai déjà vu des logiciels super bien développés en bureau d'études et tout, etc. Sauf que le technicien sur place, bah, il en veut pas. Pourquoi? Parce que c'est pas ergonome pour lui. Enfin, c'est pas assez bien pour lui. Donc ça, c'est compliqué. Nous, on a développé par exemple une fois une application mobile pour des opérateurs qui utilisaient des gants. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, donc nous on est arrivé après, donc il y avait une première boîte qui est venue avec l'application mobile. On était obligé d'utiliser un stylet. Donc vous voyez déjà c'est compliqué, donc il y avait le stylet et tout, etc. Et ça fonctionnait pas. Et du coup personne ne l'a utilisé. Pourtant ils avaient utilisé énormément d'argent cette boîte-là. Puis ils nous ont rappelé, nous on a refait juste les IHM, on va dire. Là, donc l'application mobile, mais pour la refaire, on est parti voir ce qu'on a fait le point d'après. Donc on a fait adhérer l'ensemble des utilisateurs référents. On a eu des ambassadeurs. On est parti voir les personnes qui ne voulaient pas l'utiliser. On leur a dit pourquoi. Ils me disent ouais, c'est normal. J'ai des gants. Moi, il me faut des gros boutons. Il ne faut pas que j'enlève mon gant pour que je puisse appuyer, puisque c'était des écrans qui étaient spécifiques. C'était des écrans pas tactiles comme on connaît aujourd'hui. Et donc ça, c'est important tout le temps d'intégrer l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que sinon, on ne peut pas imposer quelque chose, notamment dans le monde digital. Il faut maîtriser le process métier à digitaliser, ça c'est obligatoire, je le dis et je le répète souvent, et mettre en œuvre en fait une vraie étude de l'existant pour apprendre des erreurs des autres. Souvent en fait, le problème du digital, c'est que, alors si vous, par exemple vous avez un incubateur de start-up qui s'appelle Station F à Paris, à la Halle Fraissinet au 13e, ils sont 1000 startups pour y avoir été plusieurs fois. En fait, ben, vous avez des fois, donc bon, le but c'est d'être 1000 startups, mais après quand vous commencez à faire vraiment le compte, il n'y en a pas 1000. Mais bon, mais derrière ce qu'il y a, c'est que ben, des fois vous avez une vingtaine de startups qui travaillent exactement sur le même produit. Donc il n'y en a aucune qui apprend de l'autre. Donc ils vont faire exactement les mêmes erreurs et du coup on se retrouve dans des moyennes qui ne sont non officielles, mais il y a des moyennes de fermeture de start-up par mois qui est énorme. Après, voilà, il faut faire l'adéquation entre mettre de l'argent sur la table pour aider des startups à révolutionner le monde ou vraiment essayer de vérifier des choses. Parce qu'aujourd'hui, visiblement, il suffit d'être une startup pour faire des tours de table à des millions d'euros. Enfin, ouais. Et enfin, être persuadé de réussir, ça c'est fondamental. Ça sert à rien de dire, bon voilà, je vais mettre en place quelque chose de digital, et peu importe l'application, et si derrière on n'est pas persuadé nous-mêmes que ça va fonctionner. Et ça, on l'a déjà vécu, c'est notamment contre l'effet de mode. Des fois, ben voilà, c'est à la mode d'avoir une application mobile. Bon, ben, on va mettre en place une application mobile. Okay. Donc ça y est, on ne sait même pas à quoi elle va servir, mais bon, on a du budget, ça fait bien. Donc voilà, ça c'est compliqué. Après, on le regrette. Donc voilà à peu près pour ma présentation. Je vais juste terminer par quelques diapos de présentation d'entreprise, mais là c'est vraiment vite. Hein. C'est en fait juste, ça ressemble un peu au discours que j'ai donné, mais en fait grosso modo, en fait nous on a créé DFCSI. Du moins, j'ai fondé DFCSI par le constat très simple, en fait, de me dire tous les projets d'informatique, ils étaient longs et complexes, donc je ne comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, souvent, la communication aussi entre le métier et tout ce qui est technique, service informatique, c'était très, très compliqué. Donc, on était souvent dans tout ce qui est mission impossible, en fait, donc un résultat peu convivial, non adapté à la réalité du terrain et trop complexe. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, d'aider les entreprises à la transformation numérique pour gagner en efficience, optimiser ses coûts, faire face à une concurrence internationale de plus en plus importante, parce que là, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est que maintenant, aujourd'hui, vous pouvez développer n'importe quelle application, il y a tout le temps quelqu'un qui a quasi la même chose. Donc, il faut qu'on réussisse à optimiser tout ça, tirer profit des nouvelles opportunités qu'offrent l'essor des technologies et plus encore, etc. Donc là, en gros, nous, c'est notre stratégie de développement, c'est d'aider les entreprises dans leur transformation digitale avec des choix techniques, l'aide métier dès la définition du besoin, avec la prise en compte d'impératifs stratégiques du métier, c'est très important. Et après, on fait souvent des solutions en fait, qui sont par rapport aux besoins du métier. On va essayer de regarder ce qui existe. Donc voilà, juste pour info, on a créé en 2009, on est 14
On a, par exemple, optimisé la maintenance de 40 000 engins, ce qui est 40 000, l'ensemble du matériel roulant de la SNCF. Et on a 2500 utilisateurs avec nos solutions aujourd'hui sur le territoire français. Voilà pour votre information. Donc voilà, moi de mon côté, s'il y a des questions, je ne sais pas, Sophie, qui gère. Alors, il n'y a pas eu de questions dans l'espace conversé. Je pense que tout le monde était passionné et buvez vos paroles parce que c'était vraiment super intéressant. Donc, maintenant, la parole est ouverte. Avez-vous des questions? Rallumez vos micros et puis allez-y, posez-les. Sinon, je rallume les micros de tout le monde, je peux aussi. Alors, une question? Je suis en train de relancer les micros. Il faut que quelqu'un se lance. Sur une application métier par rapport à un cas rencontré, par rapport à un besoin de sa propre entreprise. Être timide. Non, c'était très intéressant. J'ai écouté tout le webinaire. C'était très intéressant. Moi, plus ou moins, je travaille dans le même secteur et c'était vraiment bien. Après, je n'ai pas beaucoup de questions. D'ailleurs, je parle mal français, tu sais bien, Sophie. Oui, mais on vous comprend toujours très bien, Angelo, il n'y a pas de problème. C'était vraiment intéressant. Très bien, merci. Merci. La même chose, hein, moi j'ai appris beaucoup. C'est une première approche. Dans mon activité, pour l'instant, je ne vois pas l'utilisation, mais ça pourrait. Voilà, ça pourrait. Et puis c'est quand même assez intéressant de connaître, d'approcher l'intelligence artificielle qui fait peur quand même, malgré l'exposé, quand c'est sur l'utilisation humaine. Voilà. Mais là, on comprend mieux comment ça fonctionne. J'imagine en Chine, quand c'est pas des machines, mais ce sont des hommes. Voilà. En tout cas, très clair. Dommage pour les vidéos, ça aurait animé un petit peu, mais bon, c'est grave. C'est vrai. On aurait dû le tester. Voilà, on est dans un ambassadeur, on a essayé, ça fera mieux la prochaine fois. Pas de souci. Je les enverrai, c'est pas un souci de toute façon. Oui, après, si vous nous transférez en fait le lien de votre présentation, on pourra tous se connecter sur les vidéos pour aller voir en fait. Pas de souci, ouais. Ça va, pas de problème. Merci. Oui, moi, je suis preneur, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. C'est très riche quand même, le menu est très riche, donc il y aurait beaucoup de choses à creuser. Rien que sur le sujet blockchain, hein, il y aurait beaucoup de choses, il y aurait de quoi faire, quoi. Mais oui, très intéressant. La vision industrielle aussi, ça m'a rappelé ma jeunesse parce que je faisais un BTS d'informatique industrielle où mon projet, je travaillais là-dessus en fait sur ce qu'on appelait à l'époque de l'acquisition d'images et du traitement derrière. Et enfin, ça a beaucoup évolué depuis ma jeunesse. Ouais, très très intéressant. Donc merci. Pas de rien. Merci à vous. Y a-t-il des questions? Ben, vous voyez, vous avez été tellement efficace qu'on a tous tout compris et c'est formidable. Très bien. C'est vrai qu'il y a des concepts, par exemple la blockchain, c'est pas toujours facile à comprendre et là c'était vraiment très très bien expliqué. Merci. Merci. Non, mais c'est toujours compliqué d'expliquer des concepts. Hein. Et là, C'est clair. Bah, très bien alors. Content de voir que tout le monde a compris, c'est clair.
C'est pour ça. La prochaine fois, je préparerai un QCM derrière, comme ça. Voilà, pour vérifier qu'on a réellement bien compris. Mais il y a beaucoup de Ça dans le sera- détail, il y a beaucoup de choses. Bah, très bien. On aurait pu faire 2 heures rien que sur ce sujet-là, par exemple. Oui, oui, c'est clair. Hein. Ouais. Ah, bah, c'est pour ça que j'ai pas voulu me focaliser seulement sur une seule techno, mais en faire plein. Et voilà, comme ça, moi, je préfère donner un peu l'eau à la bouche à tout le monde. Et après, Tout à fait, oui, oui. Ça donne Oui. un beau panel. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. ouais, très bien. Non, c'était bien expliqué. Super. On va attendre la prochaine. Pas de souci. C'est vrai que si on peut Plaisir. avoir un lien pour aller voir les petites vidéos qui manquaient, oui, ça pourrait permettre d'approfondir. Non, mais ce qu'on fera, c'est si vous voulez bien, Monsieur Sanif, me transférer Ouais. votre présentation. Et je pense que du coup, d'un ordi, si on clique, ça va pouvoir fonctionner. Ces problèmes de Zoom, Oui. Oui. il faut repasser par d'autres systèmes pour pouvoir voir des vidéos. Hmm. C'est vrai que j'ai pas pensé, on n'a pas fait de test avant. Il n'y a pas de Ok. souci. Pas de problème. Moi non plus, les premières 5 minutes, je ne trouvais pas le micro. Alors, en plus, je ne demandais rien. Ouais. De toute façon, j'ai enregistré donc le webinaire et on va le rediffuser sur YouTube. Si jamais des personnes que vous connaissez pourraient être intéressées, elles pourront comme ça le Oui, visionner en replay. tout à fait. Bon, D'accord, ok. si personne n'a de questions, Bonne soirée. je vais tous vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Sanu, d'avoir mené cette présentation et d'avoir aussi bien expliqué l'ensemble de la digitalisation.